Indéniablement, Charles-Louis Napoléon, le futur empereur Napoléon III, est un personnage de roman multiforme et insaisissable. Imagine-t-on un prince français exilé, jeune combattant carbonaro de la liberté en Italie, séjournant en Suisse dont il a la nationalité et qui fait de lui le seul Suisse ayant régné sur la France. Ayant vécu en Grande-Bretagne et aux États-Unis, parlant à la perfection l'anglais, l'allemand et l'italien, tentant et échouant 2 coups d'État successifs aussi improvisés l'un que l'autre, emprisonné 6 longues années, élu président de la première véritable République, puis autoproclamé empereur des Français, le second. Vainqueur de l'Empire russe au contraire de son prestigieux oncle, libérateur de l'Italie et émancipateur des Arabes du moins dans l'intention, il fut le conquérant du Mexique et à l'origine du percement du canal de Suez, le plus grand axe commercial du monde, de l'industrialisation et de la révolution bancaire en France qui fera de notre pays le plus riche de la planète, bâtissant avec Haussmann l'intégralité du merveilleux Paris que nous connaissons, unificateur de l'Italie, de la Roumanie et bien malgré lui, de l'Allemagne tout entière. Il réalisera la toute première entente cordiale avec la Grande-Bretagne, sera vainqueur du tsar de toutes les Russies et de l'empereur d'Autriche, mènera la plus grande bataille du XIXe siècle après Austerlitz en Italie, créera le premier navire de guerre cuirassé, le premier navire de guerre à vapeur et le plus moderne fusil du monde. Conquérant grâce à une armée moderne le Sénégal, la Cochinchine, c'est-à-dire le Sud-Vietnam, la Nouvelle-Calédonie, et poursuivant bien malgré lui une sanglante conquête de l'Algérie, il tentera de réimplanter la France en Amérique du Nord en créant un empire catholique. Il mit en place le réseau de chemin de fer le plus grand et le plus moderne de l'époque, développa les principales industries françaises, capta l'essentiel de l'or extrait des mines de Californie et d'Australie, permit un enrichissement sans précédent de la France mais surtout des Français. Le pouvoir d'achat fut multiplié par 6 durant son règne. Il survécut à une multitude d'attentats, courtisant sans relâche les plus belles femmes d'Europe, inaugurant la restauration du patrimoine français avec le château de Pierrefonds, développant ce que l'on appellera le tourisme pour sa femme espagnole, il inaugura la grande diplomatie avec les grands congrès européens, développa et soutint les essentiels travaux de Louis Pasteur. Dans tous les domaines, Charles-Louis Napoléon, notre empereur, fut à l'avant-garde de son temps. « Ma vie est un roman », affirmait Napoléon Ier. Que dire de celle de Napoléon III? C'est ce que nous allons découvrir avec notre série sur ce personnage exceptionnel qui façonna, ni plus ni moins, que la France entière. Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés, alors faites-le, c'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton « Rejoindre » sous la vidéo et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. Charles-Louis Bonaparte est né le 20 avril 1808, rue Cerruti, à Paris, alors que son père, Louis de Hollande, le frère de Napoléon Ier, avec lequel les relations seront toujours mauvaises, soupçonne sa mère, Hortense de Beauharnais, la belle-fille de l'empereur, de l'avoir fait cocu. Il est vrai que Louis, personnage plutôt intelligent, atteint d'une maladie vénérienne, est devenu plutôt repoussant alors qu'il n'est âgé que de 30 ans. De multiples hypothèses ont couru sur la mystérieuse identité du père. Decazes, l'écuyer de la reine, évidemment bien placé, ou le vicomte de Billande. Aucune n'est toutefois bien convaincante, au point que Louis semble être très probablement son géniteur. Quoi qu'il en soit, Louis, parce qu'il est souvent absent, tant en raison de ses longs séjours en Hollande qu'il administre, que de ses cures thermales qu'impose son état de santé, sans omettre l'éloignement dû aux mauvaises relations avec la reine Hortense, qui date d'ailleurs de leur mariage dès 1802, se plaît à ne pas considérer le futur Napoléon III comme son fils. Baptisé en 1810, le petit Louis-Napoléon a l'honneur d'être porté en cette occasion
par la nouvelle impératrice Marie-Louise en personne. Très amoureuse du comte Auguste-Charles Flahault de la Billarderie, Hortense accouche en 1811 d'un autre enfant déclaré sous le nom de Charles-Auguste de Morny, le futur duc de Morny. Louis-Napoléon voit ainsi un demi-frère s'ajouter à un précédent frère, Napoléon-Louis, né en 1804. Son frère aîné, Napoléon-Charles, est mort à 5 ans de maladie en 1807, avant même sa naissance. Le futur Napoléon III ne voit guère sa mère, la reine Hortense, qui depuis que son mari a été démis de son trône hollandais, n'est plus tenue d'y séjourner. La vie mondaine, les cures, alors très à la mode, remplissent complètement ses journées. Élevé par des femmes, les dames d'honneur de la reine, il est instable, craint le noir, et ne s'apaise qu'à la malmaison, où sa grand-mère, l'ex-impératrice Joséphine, l'accueille toujours avec affection. En 1814, à la fin de l'Empire, Hortense défend férocement ses intérêts. Proche du tsar Alexandre Ier, elle parvient grâce à son appui à protéger ses revenus et à obtenir le titre de duchesse de Saint-Leu. Lors des 100 jours, Napoléon, guère satisfait de son attitude, la maintient cependant dans son intimité. La seconde restauration de Louis XVIII la condamne à l'exil. Après quelques semaines d'errance, Hortense se fixe dans le sud de l'Allemagne, sur les bords du lac de Constance, en pays de Bade. En mai 1817, elle s'installe sur la rive gauche du lac, dans le canton suisse de Thurgovie, en la propriété d'Arenenberg. Enfin, la mère et son fils, l'aîné Napoléon Louis est avec son père, trouvent un havre de paix et de calme. Le château dans lequel Hortense entreprend de grands travaux est agréable, le parc est vaste. L'ex-reine dispose encore de revenus appréciables provenant de l'héritage de sa mère, des dons de son époux, de la vente de tableaux au tsar Alexandre. Hortense et Louis-Napoléon sont devenus très proches et Hortense aime donner des leçons à son fils, dessin et danse essentiellement. Quant au petit Louis-Napoléon, âgé de 9 ans, il éprouve une véritable dévotion pour sa mère. Enfin, la reine se décide à organiser l'éducation du jeune Louis-Napoléon. Après le temps béni du brave abbé Bertrand, le fidèle confesseur de la reine, vient celui de Philippe le Bas à partir de 1818. Né en 1794, le jeune homme, il a 24 ans, est le fils du fameux conventionnel régicide, ami de Robespierre, qui s'est suicidé le 9 Thermidor d'un coup de pistolet pour échapper à la guillotine. Élevé par sa mère, car il n'a pas connu son père, le jeune Philippe sert dans la garde impériale en 1814, puis devient fonctionnaire sous la Restauration. Il n'en reste pas moins totalement fidèle aux idéaux républicains de son père. Il sait se faire apprécier de son élève et lui inculquer les idées jacobines, le droit des peuples à se libérer et à se diriger. En 1827, il est brutalement congédié sans grande élégance. Il va connaître une brillante carrière en devenant professeur à l'École normale supérieure et directeur de l'Institut. Il s'opposera à l'Empire en raison du coup d'État et mourra en 1867. Il laissera une profonde impression au jeune Louis-Napoléon. Louis-Napoléon éprouve aussi une véritable admiration pour son oncle, le prince Eugène de Beauharnais, qui, ayant épousé une princesse bavaroise, a acquis une propriété à proximité d'Arenenberg, sur laquelle il fait ériger un superbe château. Le jeune homme voit donc souvent son oncle, brillant officier, ancien vice-roi d'Italie, fidèle parmi les fidèles de Napoléon Ier. Modèle vivant offert à Louis-Napoléon, il meurt en 1824, le laissant presque orphelin. Plus que jamais, le jeune prince entretient le culte de Napoléon Ier et de la gloire. Tout en suivant les leçons de Lebas, Louis-Napoléon est inscrit au cours du Gymnasium, le lycée, qui sont donnés en allemand. Il devient donc totalement bilingue.
C'est en 1823 que Louis-Napoléon, suivant sa mère, découvre Rome. Il y retrouve son frère avec une joie profonde et multiplie les succès féminins. Durant ces années, passant de l'adolescence à l'âge adulte, Louis-Napoléon fait connaissance de deux patriotes, le comte Arrese et le docteur Conneau, qui deviendra son ami le plus fidèle et l'accompagnera même en Angleterre en 1871. Ensorcelé par cette atmosphère romantique d'une Italie qui rêve de chasser les Autrichiens et de se débarrasser de l'autorité temporelle du pape, sans doute adhère-t-il au mouvement carbonariste. Partout, l'Europe s'enflamme et conteste les carcans de la Sainte Alliance de 1815. Louis-Napoléon s'enflamme devant l'héroïque révolte des Grecs en 1830 contre les Turcs, puis se réjouit des Trois Glorieuses qui balaient les Bourbons du trône la même année. Soudain, en février 1831, les territoires pontificaux se soulèvent, marchent et remanient. Puis, toute l'Italie centrale, avec Parme, Modène et même Florence, c'est-à-dire la Toscane, se libère. Le pape ne contrôle bientôt plus que la ville de Rome et les trois Latium. Louis-Napoléon et son frère, Napoléon-Louis, participent avec passion à cette révolution au sein de la petite armée des insurgés. Appelée à l'aide par Grégoire XVI, l'armée autrichienne a vite fait de balayer les 15 000 révolutionnaires mal armés que par ailleurs les troupes pontificales prennent en tenaille. Pour les deux frères Napoléon, il faut fuir. Hortense, folle d'inquiétude et à juste raison, tente de les sauver. Le 17 mars, Napoléon-Louis tombe, victime de l'épidémie de rougeole. Folle de douleur, sa mère, Hortense, parvient à se réfugier à Ancône et à y cacher son fils survivant, à son tour atteint par la terrible maladie. Louis-Napoléon, exclu de l'armistice par les Autrichiens, risque d'être fusillé en cas de capture. Sa mère fait croire qu'il a pu fuir pour Corfou et l'exfiltre elle-même jusqu'en France. Le roi Louis-Philippe n'entend pas autoriser leur séjour. Dès la guérison du prince, Hortense doit quitter Paris. Mère et fils parviennent à Londres en 1831. Ils y passent l'été, puis retournent à Arenenberg dès que l'autorisation de traverser le territoire français leur est accordée au mois d'août. C'est Talleyrand, l'ambassadeur à Londres alors âgé de 78 ans, qui l'obtient. De 1831 à 1838, Louis-Napoléon va de nouveau vivre à Arenenberg. Longues années troublées par la mort de l'Aiglon, le fils de Napoléon Ier, le 22 juillet 1832, et un séjour anglais durant l'hiver 1832-1833, qui lui permet de contempler les avancées technologiques brillantes de l'industrie britannique. Vivant comme un hobereau suisse, chasse, tir à l'arc, soirée mondaine, période militaire, séduction des femmes, le prince songe à l'avenir. Il a recours à l'écriture pour fixer sa pensée, ses réflexions. Rêverie politique en 1832, manuel d'artillerie en 1833. Conspirateur né, il juge fragile le trône du vieux Louis-Philippe et se tient prêt. Le roi des Français n'est pourtant pas prêt de se laisser faire, comme il l'a montré lors de l'affaire de la duchesse de Berry, en 1832 au début de son règne. Pour le détourner de ses pulsions, Hortense le fiance avec Mathilde, la fille de Jérôme Bonaparte, l'ancien roi de Westphalie, en mai 1836. C'est la rencontre en 1835 de Persigny, un aventurier bonapartiste du même âge que le prince, qui va modifier la trajectoire de Louis-Napoléon. Leur complicité les conduit à préparer l'équipée de Strasbourg. Il s'agit de soulever la garnison en jouant sur les sympathies bonapartistes des officiers et de la troupe, puis de marcher sur Paris en espérant rallier d'autres troupes au fur et à mesure de la progression. En quelque sorte, de rééditer le vol de l'aigle des 100 jours. Certes, les troupes strasbourgeoises comptent 10 000 hommes, mais l'affaire est mal préparée
le commandant de la place, le général Voirol, refusant sa complicité. Le 30 octobre 1836, le coup de force lancé à 6 heures est achevé 2 heures plus tard par l'arrestation de Louis-Napoléon. Seul Persigny parvient à fuir. La monarchie réagit avec modération pour éviter le ridicule. Le prince est expulsé de France manu militari et embarqué le 21 novembre sur une frégate en partance pour le Brésil. En avril 1837, Louis-Napoléon débarque aux États-Unis, pays qu'il n'appréciera guère, le trouvant trop asservi au roi Argent. Revenu à Londres en juillet, il y retrouve Persigny, puis cherche à regagner Arenenberg, où sa mère se meurt. Le roi Louis-Philippe, avec honneur, ferme les yeux. Le 5 octobre 1837, jour du décès, Louis-Napoléon est au chevet d'Hortense. Le voilà véritablement orphelin, privé de celle qu'il aura aimée le plus dans sa vie. D'octobre 1838 à août 1840, Louis-Napoléon séjourne à Londres. Disposant des moyens financiers hérités de sa mère, il est reçu partout. Mais il en profite également pour effectuer des voyages d'études dans les régions industrielles. Il écrit un nouvel ouvrage, plus idéologique, des idées napoléoniennes. Il y développe ses conceptions politiques fondées sur l'usage du suffrage universel et du plébiscite, le sens de l'intérêt national, l'application en Europe du principe des nationalités pour unifier les peuples encore écartelés, Italie et Allemagne en tête. À nouveau tenté par la préparation d'un coup d'État, Louis-Napoléon pense pouvoir le réussir à Lille, dans le nord de la France. Devant le refus du commandant de la place, le général Magnan, il se rabat sur Boulogne. Le 6 août 1840, il échoue à nouveau. Cette fois capturé, il est aussitôt enfermé. Avec cette deuxième tentative de coup d'État, Louis-Philippe le fait comparaître devant la Chambre des Pairs. Abandonné de tous, incarcéré à la conciergerie, il a recours pour se défendre à Berryer, immense avocat monarchiste, et au républicain Marie. Commencé le 28 septembre, le procès s'achève le 6 octobre par une condamnation du prince à l'emprisonnement à perpétuité par 152 suffrages sur 312. Une condamnation au jugement inédit auquel Louis-Napoléon répondra par la phrase « Pouvez-vous me dire, je vous prie, combien dure en France la perpétuité ?» Ham, située dans le département de la Somme, est une vieille forteresse datant du XVe siècle. Avant Louis-Napoléon, le fort a accueilli des prisonniers célèbres, de Jeanne d'Arc à Mirabeau, de Moncey parce qu'il a refusé de condamner le maréchal Ney, au prince de Polignac en 1830. Accompagné du fidèle docteur Conneau et de Montholon, qui a séjourné à Sainte-Hélène avec Napoléon Ier, Louis-Napoléon bénéficie d'un appartement avec chambre et salon, sans omettre un petit laboratoire. Servi par son valet de chambre, Télin, le prince entretient des relations amicales avec le commandant du fort, de Marle, et partage souvent sa table. Le gouvernement lui permet même d'entretenir des relations charnelles avec une belle picarde dont il aura 2 enfants naturels. Il est autorisé à monter à cheval dans la cour et dispose également d'un petit jardin. Nombreuses sont les relations qui lui rendent visite, dont Chateaubriand, Dumas et son avocat, Berryer. Si le prince prend de l'exercice physique, son long internement du 7 octobre 1840 au 25 mai 1846 va dégrader sa santé. Malgré les cheminées, le froid vif et l'humidité abondante de cette région provoquent à la longue des douleurs rhumatismales. De toute évidence, son état moral est mauvais. Son ancienne fiancée Mathilde a épousé un aristocrate russe, Anatole Demidov. Et surtout,
tous les napoléonides le boudent, voire le méprisent. Louis, son père, ne lui donne pas signe de vie. Enfin, le prince doit se séparer d'Arenenberg, où il a passé sa jeunesse pour assurer sa subsistance. C'est à Ham que le futur Napoléon III va accumuler un très vaste savoir, devenant un lecteur acharné et l'auteur d'un ouvrage emblématique très en avance sur son temps. C'est Hortense Cornu, la fille de l'une des dames d'honneur d'Hortense, sa mère, qui sera sa bibliothécaire attitrée. Napoléon III expliquera plus tard que Ham fut son université. En 1842, le prince publie « Analyse de la question des sucres », soutenant la position de son ami grand industriel betteravier de Picardie, Antoine Fouquier-Desrouelles. À cette époque, en effet, l'industrie betteravière nationale, encouragée par Napoléon Ier après l'invention de Delessert, permet d'obtenir un sucre moins cher que le sucre de canne, qui, lui, provient des Antilles et fait la fortune d'une caste de propriétaires coloniaux et de quelques ports français. À l'époque du Premier Empire, il s'agissait de contourner les méfaits du blocus britannique. Louis-Napoléon, soutenant que l'industrie sucrière nationale fait vivre 100 000 personnes et tout le nord du pays, il s'élève avec force contre les mesures envisagées par Louis-Philippe de supprimer ce secteur industriel, héritage de l'Empire. Il stigmatise une décision qui profiterait à l'Angleterre et à quelques milliers de planteurs. Il suggère en revanche, pour relancer la vente du sucre de canne, d'autoriser son exportation hors métropole, c'est-à-dire de supprimer le pacte colonial qui interdit aux colonies de commercer avec d'autres pays que la métropole. Cet ouvrage est très symptomatique et démontre l'intérêt du futur empereur pour l'activité industrielle. Après la parution de l'ouvrage « Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie », très illustré, le prince rédige un opuscule d'environ 50 pages, « L'extinction du paupérisme », son écrit le plus célèbre, en 1844. Se plaçant dans le courant de pensée du saint-simonisme, de Saint-Simon, et s'inspirant du socialisme utopique, l'ouvrage apparaît novateur. L'objectif poursuivi est de donner un avenir à la classe ouvrière et de l'intégrer dans le corps social national. De même, le moyen concernant la classe paysanne est l'association des travailleurs en des colonies agricoles avec l'appui financier de l'État. Une méthode, bien sûr, propre à résorber le chômage et à relancer la production agraire, mais aussi pour faciliter l'intégration de ce que l'on appelle les prolétaires. Après le refus opposé par la monarchie au désir de Louis-Napoléon de revoir son père qui se meurt à Florence, le prince prend la décision de s'évader. Il sait qu'il n'a aucune indulgence à attendre du régime de Louis-Philippe et ne veut pas croupir en prison. Il saisit une opportunité des travaux effectués dans son appartement pour emprunter les vêtements de travail d'un ouvrier. Le nom de cet ouvrier, Pinguet, d'où dérivera plus tard le sobriquet de Badinguet, un dérivé de Bonaparte et de Pinguet. Le 25 mai 1846, il sort tranquillement du fort, profitant de la maladie du commandant de Marle, qui a favorisé un relâchement de la surveillance. 2 jours plus tard, le 27 mai, le prince est à Londres. À Londres, Louis-Napoléon, surnommé The Victim of Louis-Philippe, bénéficie de formidables coups de chance successifs. Son père meurt le 25 septembre 1846 sans qu'il ait pu le revoir, mais il lui laisse une fortune évaluée à au moins 2 millions de francs. Le voilà ayant retrouvé tout son crédit et sa capacité d'emprunt. Certes, après 6 années d'enfermement, le prince songe d'abord à se divertir dans les bras des femmes, jusque et y compris ceux de la grande actrice Rachel, et dans un tourbillon de mondanité.
Voilà qu'il tombe éperdument amoureux d'une comédienne, Miss Harriet Howard, à la vie légère, c'est une demi-mondaine, mais dotée d'un solide bon sens qui lui a permis d'accumuler une sympathique cagnotte. Très éprise du prince, elle met sa petite fortune à son service et lui avance les fonds nécessaires à ses ambitions politiques. Lorsque le temps sera venu, début 1853 pour Louis-Napoléon, devenu empereur, de rompre avec la jeune femme pour épouser Eugénie de Montijo, les choses se dérouleront avec élégance. Elizabeth Anne Harriet, le vrai nom de Miss Howard, sera remboursée au-delà de ses avances financières et recevra même le titre de comtesse. Elle acceptera naturellement de se retirer de la grande scène. Enfin, le 24 février 1848, la Révolution populaire renverse le dernier roi de France, ou des Français, si hostile à Louis-Napoléon. Un gouvernement républicain s'installe. Dès le 27 février, Louis-Napoléon est à Paris. Lamartine, qui tient un rôle essentiel dans le gouvernement provisoire, lui fait savoir par écrit que sa présence trop précipitée n'est pas souhaitable. Habilement, il s'incline et repart pour Londres. Les élections du 23 avril au suffrage universel permettent la désignation de quelques bonapartistes comme Napoléon Jérôme, le fils de Jérôme, le cousin de Louis-Napoléon. Persigny inscrit alors le prince dans plusieurs départements pour les élections complémentaires. Le 4 juin, Louis-Napoléon est élu député de la Seine, mais 3 autres départements dans le Nord, en Lorraine et en Corse l'ont également désigné. Alors que les ateliers nationaux voient leur importance s'accroître sans aucun contrôle, on compte 110 000 ouvriers largement inoccupés fin mai, la propagande bonapartiste bien orchestrée par Persigny et Montholon ne cesse de s'enfler. Le parti de l'ordre, qui a gagné les élections, est de plus en plus inquiet de la montée en puissance du courant bonapartiste et de la popularité du prince, qui capitalise sur son nom prestigieux, le vote populaire, séduit par les idées sociales répandues par son ouvrage « L'extinction du paupérisme ». Le 13 juin 1848, ses adversaires cherchent en vain à invalider l'élection du prince. En manœuvrier expérimenté, Louis-Napoléon démissionne alors de son siège à la Chambre. Après la suppression des ateliers nationaux et leur transfert partiel en province, en Sologne particulièrement, ou le long des voies de chemin de fer, la révolte gronde, puis éclate véritablement le 23 juin. Le ministre de la guerre, le général Cavaignac, après avoir laissé le soulèvement s'installer, l'écrase avec une grande férocité. On déplore 5000 tués chez les insurgés et la troupe, 30 000 soldats aguerris, compte plus de 1500 morts. Cette incroyable boucherie ouvre toute grande la route du pouvoir à Louis-Napoléon. Lors de nouvelles élections législatives complémentaires, Louis-Napoléon est élu le 17 septembre 1848 dans 5 départements. Il choisit la députation dans la Seine où il a obtenu 110 000 voix. Le prince se montre alors très discret et ne participe guère au débat de l'Assemblée constituante qui détermine en particulier le mode de l'élection présidentielle. Lamartine bataille avec succès, étant lui-même candidat, pour le suffrage universel. Alors les événements s'accélèrent. Le 12 octobre 1848, Louis-Napoléon annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Le 4 novembre, la nouvelle constitution est publiée. Outre la création d'un poste de président élu au suffrage universel pour 4 années et non rééligible, elle prévoit une totale séparation des 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, sans aucun système d'arbitrage. Ainsi, le président ne peut dissoudre l'Assemblée législative de 750 députés élus au suffrage universel.
De même, le pouvoir judiciaire est-il à l'abri de toute contestation en raison de l'inamovibilité des juges? Le président de la République dispose, durant son unique mandat, de pouvoirs étendus. Nomination des ministres et des hauts fonctionnaires, direction de la force armée et de la diplomatie pour l'essentiel. La campagne présidentielle est courte, opposant 5 candidats, mais virulente. Le Parti de l'Ordre, qui regroupe les catholiques traditionalistes et les monarchistes orléanistes et légitimistes, soutient finalement Louis-Napoléon, perçu comme assez falot et maniable. Adolphe Thiers, du Parti de l'Ordre, dira d'ailleurs de lui « C'est un crétin que l'on mènera ». Thiers et Victor Hugo, dans son journal L'Événement, se montreront actifs en sa faveur. Le prenant tous deux pour un crétin, ils le regretteront amèrement. La victoire de Louis-Napoléon, le 10 décembre 1848, est un véritable raz-de-marée. Il recueille 5 587 759 voix, soit près de 75% des suffrages exprimés, contre 1 474 687 voix au général Cavaignac, 381 029 voix à l'avocat Ledru-Rollin, 37 121 à Raspail et 21 032 au malheureux Lamartine. La victoire triomphale du prince-président a plusieurs origines. Son nom d'abord, le vote des ouvriers qui haïssent Cavaignac depuis la répression de juin, la position des paysans mécontentés par la baisse des prix des produits agricoles, enfin celle des bourgeois soucieux de ramener la stabilité politique et le respect de l'ordre public. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment Louis-Napoléon, emprisonné malgré lui dans son rôle de président de la Seconde République, finira par tenter son dernier coup d'État. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne avec le bouton rejoindre, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Euh, Jack, le premier chimpanzé confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.